Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 6 avril 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, poursuite, j'ai envie de dire, de la baisse, en tout cas sur les indices européens, pressurisés déjà par la situation en Ukraine, avec de nouvelles sanctions à venir, et aussi par un ton assez hawkish de la part d'un des membres de la Fed hier, qui a un peu plombé, je dirais, le moral des investisseurs, mais surtout les valeurs technologiques. Derrière, on a eu quand même une belle hausse des rendements obligataires. On fera le point dans la partie macro. Mais effectivement, on a terminé en baisse hier, plombé justement par les valeurs technologiques qui ont pâti des propos de la Fed sur de possibles actions agressives pour contrôler l'inflation. Rien de nouveau. On sait que la Fed va adopter une position assez agressive, en tout cas un resserrement monétaire, mais voilà, on a quelqu'un qui est un nouveau membre qui est sorti du bois pour rajouter une couche et insister sur le fait qu'il était nécessaire d'adopter un resserrement monétaire assez strict pour justement juguler l'inflation. Donc la perspective d'une politique plus agressive de la Fed a entraîné, comme vous le savez, un début d'année difficile pour les actions et en particulier pour les valeurs technologiques et les valeurs de croissance, dont les valorisations risquent d'être davantage sous pression en raison notamment de la hausse des rendements obligataires. Donc, les investisseurs auront de nouveau les yeux rivés sur le compte-rendu de la réunion du mois de mars, qui sera publié à 20h ce soir. Et comme je vous le disais aussi, les opérateurs vont continuer de surveiller les derniers développements dans l'invasion de l'Ukraine et forcément, ils redoutent que les nouvelles sanctions provoquent finalement une nouvelle flambée des prix des matières premières et accentuent encore une fois la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation. Ça, c'est un peu, on a eu un peu une prise de bénéfice sur les valeurs technologiques hier. Les indices ont un peu cédé du terrain. L'Europe commençait un peu à battre de l'aile depuis maintenant plusieurs séances. On continue de reculer ce matin dans le sillage justement de Wall Street et de Tokyo, après les déclarations d'une dirigeante de la Réserve fédérale soulignant la nécessité d'un resserrement rapide de la politique monétaire, auquel s'ajoute la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie et des indicateurs économiques jugés décevants, notamment en provenance de Chine. Donc, Laëlle Brainard, c'est une gouverneure de la Fed, elle a déclaré mardi s'attendre à ce que la Banque centrale revienne à une politique monétaire plus neutre d'ici la fin de cette année, en conjuguant des hausses de taux et une réduction rapide de son bilan. Donc, finalement, rien de nouveau, on le sait déjà que la Fed va augmenter ses taux. Maintenant, reste à savoir quel va être le degré de hausse de taux. Actuellement, le marché price toujours 8 hausses de taux à venir en 2022. On a déjà eu une hausse de taux et certains investisseurs n'excluent pas le fait d'avoir une hausse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed. Voilà. Les données récentes concernant le resserrement de politique monétaire, mais effectivement, c'est surtout le fait que on insiste encore une fois sur ce resserrement monétaire et surtout sur la réduction du bilan à venir, qui là risque de véritablement, je pense, freiner le marché, car qui dit réduction du bilan dit moins de liquidité. Et comme on a pu le voir en 2021, en 2020 et 2021, je vous ai partagé plusieurs fois un graphique du S&P et des liquidités. Et on voyait très clairement que le S&P évoluait en tandem avec les liquidités. Donc forcément, si on a moins de liquidités sur les marchés, ça va être plus compliqué pour les indices de générer de la performance. Enfin, en Chine, on a eu justement l'indice KX1
des directeurs d'achat du secteur des services qui reflète une contraction marquée de l'activité en mars, conséquence forcément de la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Et en Allemagne, les commandes à l'industrie ont baissé bien plus qu'attendu en février, à moins 2,2%. Donc, pareil, des données macro un peu en berne qui commencent à montrer un ralentissement de l'activité dans plusieurs pays. Maintenant, le catalyseur de la journée reste le compte-rendu de la réunion de mars de la Fed. Donc forcément, les investisseurs surveilleront cette donnée à 20 heures et aussi on est censé avoir l'annonce normalement d'éventuelles sanctions contre la Russie susceptibles encore une fois aussi de peser sur l'activité économique mondiale et donc par effet ricochet de pénaliser macro qui pourront tomber dans les semaines voire les mois à venir, notamment concernant les PMI manufacturiers. Dans la partie macro, ici, nous avons les rendements obligataires. Forcément, suite aux propos hier de Lael Brainard, comme je vous le disais, la gouverneure de la Fed, on a belle envolée une nouvelle fois sur les rendements obligataires. Globalement, ici, vous avez le 10 ans américain, australien, allemand, italien, espagnol. Et une nouvelle fois, ils ont inscrit de nouveaux plus hauts annuels. Déjà que les marchés et les opérateurs sont quand même soucieux et inquiets de l'inversement de la courbe des taux, notamment le 5 ans, et donc autour de ça, autour de l'inversement de la courbe des taux, on a des spéculations, forcément, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, autour d'une récession à venir, d'un ralentissement économique. Effectivement, on constate qu'on a un début de ralentissement économique, mais pour l'heure, l'inversement de la courbe des taux ne signifie pas à 100% une récession. C'est un indicateur avancé, néanmoins, comme je vous le disais, ça peut mettre des mois et des mois avant de se mettre en place. En moyenne, à peu près 20 mois. Donc, en tout cas, ce sont des craintes et des inquiétudes actuellement qu'on connaît sur le marché. Maintenant, forcément, la hausse des rendements obligataires pénalise les valeurs technologiques. On avait quand même eu un attaque dopé en plus avant-hier par les annonces d'Elon Musk sur la prise de position sur Twitter, où derrière toutes les valeurs avaient un peu explosé, et puis vite rattrapé par la réalité des choses, à savoir la hausse, j'ai presque envie de dire sans fin, des rendements obligataires à cause du resserrement de la politique monétaire de la Fed à venir. Donc, traduction, je dirais pas sous-performance, mais c'est un frein très clairement pour les valeurs de croissance. On est quand même toujours dans une optique de rotation sectorielle. Les valeurs qui surperforment actuellement le secteur restent les valeurs liées aux matières premières et à l'énergie. On a quand même eu un beau rebond sur les techs. Maintenant, prudence après cette belle envolée, surtout si les rendements obligataires continuent de monter. Donc, pareil, ça pourrait forcément freiner la performance sur l'année 2022 sur les valeurs technologiques. Ensuite, pareil pour les métaux précieux, je trouve que globalement, on résiste plutôt bien. Normalement, la hausse des rendements obligataires freine l'ascension du métal jaune. Bon, on est toujours dans un range, on se stabilise. Hier, on a un petit peu chuté sur le gold et l'argent métal. Mais malgré une hausse continue, je trouve que les métaux précieux s'en sortent plutôt bien et que les investisseurs, quand même, commencent à passer sur les marchés avec une inflation qui devient difficile à maîtriser. Donc, l'once d'or devient une couverture intéressante et l'or devient une couverture intéressante. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Et forcément,
Et forcément, la politique monétaire de la Fed pourra avoir un impact derrière aussi sur l'ensemble des métaux précieux. Donc, pour l'instant, ça tient et effectivement, à la moindre détente sur les rendements obligataires, on aura très clairement. Mais voilà un peu ce qui pénalise actuellement les métaux précieux, ce qui explique cette fameuse phase de range qu'on a maintenant depuis 2 semaines, c'est le frein lié au rendement obligataire. Donc c'est sûr qu'à la moindre détente, à mon avis, ça pourrait permettre aux métaux précieux de reprendre un peu de hauteur et pourquoi pas déclencher un nouveau cycle haussier. Nous avons donc l'indice KX1 de Chine sur l'activité des services et on note très clairement une contraction de l'activité. La ligne de 50 est un peu le pivot clé. En dessous de cette ligne, on parle de contraction et au-dessus des 50, on parle d'expansion de l'activité. Donc, généralement, il est préférable que, comme pour les PMI, finalement, c'est exactement la même chose. L'analyse reste la même. Et par conséquent, il est préférable d'avoir des données au-dessus du niveau de 50. Là, on a quand même bien chuté au niveau des 42, donc contraction de l'activité, qui se traduit forcément par dans le pays, notamment à Shanghai. Et pour rappel, on comprend mieux maintenant pourquoi la Chine prévoit de soutenir son économie en stimulant de nouveau avec des nouvelles injections de liquidités à venir. Pour rappel, on a eu il y a quelques semaines de ça, le Premier ministre qui avait déclaré justement que relever les taux n'était pas une bonne chose pour l'économie, qu'au contraire, ça risquait de générer un ralentissement économique mondial, ce qui est le cas actuellement. On n'est pas en récession, mais on note un début de ralentissement économique mondial. Et surtout, pour rappel, les marchés asiatiques, les marchés chinois, avaient quand même bien souffert, notamment liés à des restrictions par le gouvernement sur les valeurs technologiques. Et donc, suite à ça, les dirigeants avaient quand même décidé d'agir pour éviter de dégringoler leur économie. Donc là, on comprend mieux maintenant pourquoi effectivement les dirigeants chinois et le gouvernement préfèrent ne pas relever les taux et surtout continuer de soutenir. Et on observe un début de ralentissement économique. Donc, on va faire la même chose qu'en 2020 et 2021, soutenir de manière artificielle le marché pour éviter que le château de cartes ne s'effondre et par conséquent, on injectera de nouveau des liquidités sur les marchés pour soutenir les indices. À l'inverse, la Fed prévoit, elle, de réduire son bilan et donc diminuer. Reste à savoir maintenant, encore une fois, si le marché a les capacités d'encaisser une telle politique monétaire agressive en 2022. Concernant la partie technique, direction le CAC 40. Donc, l'ETP a été fait. Globalement, on était quand même sur un plan plutôt baissier depuis la semaine dernière. Arrêter de chercher des achats tant qu'on est en dessous de ce niveau. Repli. L'idéal étant d'avoir un range et je considère qu'on est venu taper la borne de base du range. Donc là, pour moi, on a fait le TP final. On peut aller un peu plus bas. Effectivement, il y a un joli trou d'air ici à venir chercher à 6415. Ça reste un très beau niveau. Pour l'heure, j'estime que celles et ceux qui étaient vendeurs en ce début de semaine ou depuis la semaine dernière
on prit des bénéfices. C'était le niveau à aller chercher, les 6570, niveau de âge. Maintenant, je considère qu'on est potentiellement sur une borne basse de range, juste ici. Donc, on avait placé le stop à break-even. Maintenant, on est sur un bas de range. Est-ce qu'il faut payer? Pas forcément. Est-ce qu'on a un signal de retournement? Non plus. Donc, l'idéal, de nouveau, c'est d'abaisser le stop loss, encore une fois, et d'attendre de voir la réaction du marché. J'anticipe un range. Allez, plusieurs points de contact en bas, mais seulement un point de contact à range. Si ce niveau est amené à casser, on garde la position et on visera les 6415, le comblement du gap. Pour l'heure, les vendeurs restent en place. On abaisse le stop loss, prise de bénéfice. On met le stop loss en stop win juste au-dessus de la Tenkan et de la MM50 et on attend de voir si le support tient. Si dans la journée, on a un gros changé de retournement sur bas de range, en données daily, en données horaires, un avalement haussier, bon, je pense qu'il faudra déboucler la position, potentiellement repasser à l'achat, peut-être risquer, étant donné qu'on a quand même le FOMC à 20 heures. Bon, peut-être pas la meilleure chose à faire, à voir si on a suffisamment de marge dans la journée que ça rebondit. Mais en tout cas, peut-être déjà déboucler la position. Ça sur bas de range. Si derrière, à l'ouverture à 15h30, le marché continue sa dégringolade et enfonce ce support, eh bien, il faudra rester dans le trade et aller chercher son TP2 à 6400 points. 6415, 380, voilà. On a un joli trou d'air, un gap à venir fermer, à combler. Donc forcément, voilà, le dernier obstacle, c'est ici, le gros support qui tient depuis mars maintenant. Donc en cas d'incursion, TP final, 6415, 6380. À l'inverse, si gros changement de retournement dans les heures à venir, on déboucle la position vendeuse sur le CAC 40. Le DAX, c'est la même chose. Voilà, j'anticipe un range en données horaires, pareil. Le TP, c'était ce niveau, on avait quand même un joli niveau, il avait été fait hier. Là, on accélère à la baisse. De nouveau, on peut peut-être aller chercher un peu plus bas. J'avais dit 14 200 hier comme objectif. Je vais repasser en données 4 heures. Donc effectivement, on est pile poil dessus. C'est un bel objectif. Selon moi, on est quand même sur un bon niveau. Bas de nuage, pas de range, comme sur le CAC. Donc, on est sur des niveaux clés maintenant. Prise de bénéfice, encore une fois, pour celles et ceux qui ne se sont pas payés ici, eh bien, prise de bénéfice, on abaisse le stop loss une nouvelle fois au-dessus de la MM50. Donc là, stop loss win et la configuration est exactement la même que sur le CAC. On est dans un range. Dans un support qu'on travaille quand même depuis le mi-mars. Et donc, par conséquent, la stratégie reste la même. On bascule en données horaires, là on est en données 4 heures. Si changer de retournement en données horaires sur bas de range, on déboucle la position vendeuse. Et cet après-midi, eh bien, on reste dans ce plan vendeur et on visera un peu plus bas 14 000 points. Voilà, 14 000, 13 975, 14 000 points. Voilà, c'est un petit niveau ici intéressant. 200 points plus bas et je pense que ce sera le TP final. Pourquoi pas aller chercher un peu plus bas derrière, mais j'ai pas envie d'être trop gourmand, très honnêtement. Là, je considère juste qu'on a un trou d'air, un gap à venir combler. À mon avis, ce gap sera comblé. C'est juste une question de temps. Donc, ça constitue un objectif majeur. C'est un copier-coller du CAC. Maintenant, à vous de choisir quel indice vous préférez. Logiquement, on était déjà en position sur cet indice. Maintenant, c'est surtout de la gestion de position. Donc là, pareil, on est en train de retomber doucement pour chercher
ma foi, la zone ici, les plaquettes jaunes, complément de gap, 200 points plus bas, en tout cas 200, 250 points grand max. C'est l'objectif final, en tout cas l'objectif majeur que j'ai pour cette semaine. Le Dow Jones qui, doucement mais sûrement, nous confirme peu à peu son épaule tête épaule pour le cash. Là, pour le coup, on était très concentré sur le cash, qu'on avait un début de retournement. Par conséquent, il faut attendre que la ligne de coup cède sous la pression vendeuse. On est repassé sous cette fameuse zone. Je vais enlever. Passer sous notre fameuse zone ici. Et pareil, je note finalement un essoufflement, un indice qui commence peu à peu, je trouve, à manquer de carburant et surtout se retrouve dans l'incapacité, j'ai envie de dire, à poursuivre son ascension catalyseur. Donc là, une correction pareille me paraît légitime, notamment après un peu les propos assez hawkish qu'on a eu de la part de la Fed. Maintenant, analyse pareil en données horaires et on est toujours dans ce scénario d'épaule tête épaule. Voilà, donc sur le cash, ce setup, en tout cas ce pattern est toujours en place. On approche de la ligne de coup, 35 000 sont dans le rouge, donc on devrait ouvrir avec un léger pied. Maintenant, si c'est confirmé, top loss au-dessus de la zone. Voilà. T1, TP2. Voilà. Donc plutôt un biais baissier sur le Dow Jones, pas envie d'être acheteur. Je repasserai haussier sur le Dow Jones si on break les 35 000. Voilà, les anciens plus ici. Sur le cash, sur les futurs, voir comment se positionne l'Ishimoku, notamment données 4 heures. Mais je repasserai surtout aussi, voilà, si on break ce niveau. Pour l'heure, j'ai un début de retournement, donc je me montre un peu plus prudent. On est sur des gros niveaux de support, vous voyez, CAC, DAX, Dow Jones, pas de range sur les indices européens, ligne de cours sur le Dow Jones, donc plus prudent, très clairement. Et voilà, si les signaux sont confirmés, mettre en place un plan vendeur pour viser TP1, TP2. Ici, mise à BE du stop loss et derrière, on ira chercher le TP2 à 33 800. On regarde maintenant le Dow Jones sur les futurs. Bon, on est en train de casser la ligne de coup. Je vous disais par contre que l'épaule tête épaule sur les futurs est vraiment pas très belle pour le coup. Autant cette épaule-là est convenable, autant cette deuxième est vraiment très brouillon. Donc je me focus plus sur le cash que sur le futur, mais effectivement, on est en baisse et là on est en train d'enfoncer le niveau de support. Donc, à confirmer à l'ouverture cet après-midi à 15h30, on peut très bien ouvrir avec un gap baissier, combler le gap et repartir à la baisse. Donc là, il faudra agir en fonction de la clôture horaire derrière pour savoir si vous rentrez heure. On va avoir un léger rebond pour affiner le plan. Globalement, je garde cette feuille de route évoquée en début de semaine avec vous, avec ce plan sur cette épaule, tête épaule, sur le Dow Jones. Donc plutôt un plan baissier globalement sur l'indice américain. Je vais quand même voir la tête de la bougie daily sur les futurs. Ça s'est dégradé, je trouve. On avait notre zone des 50, bas de nuages. Comme en Europe, on a eu un joli rebond, 61,8, le marché retombe un peu. Et donc effectivement, derrière, c'est d'aller chercher la zone ici en TP1. Là, c'est vraiment un très gros niveau, donc ce sera le TP1 à aller chercher, si on peut faire un petit pullback TP1. Et si cette zone est amenée à casser, c'est un peu plus bas, TP2. Là,
les gros niveaux et je pense qu'il va être prudent de payer ici dans un premier temps. L'euro-dollar TP2 fait, quasiment TP3 même. Prenez vos bénéfices. Voilà. TP1 indice, un TP2, je vous disais par ici hier, et un TP3. Là, très clairement, TP2 fait, donc prenez vos bénéfices. Vos trades depuis la vente sur les 1,1125, 1,11. Non, comme d'habitude, on abaisse le stop loss. Il y a le FOMC ce soir, la réunion du mois de mars de la Fed. Aucune raison de prendre des risques. De se payer avant l'annonce de ce soir et d'abaisser son stop loss. Voilà, par ici. Ça me semble pas mal. Et indice. Voilà, mettre un stop loss win, prendre des bénéfices et espérer un petit TP3 dans cette zone si on peut accélérer à la baisse. Voilà le plan. Divergence horaire ici qui a, vous voyez, convaincu pour autant de la hausse. Elle est validée. Bon, on verra bien d'ici ce soir. Il peut se passer pas mal de choses. Mais voilà. Presque même le descendre un peu. Mais globalement, non, attends. Voilà. TP1 fait, gestion de position, d'abaisse le stop loss. Et TP3, voilà, ce serait dans les 1,0865, 1,02. Et ensuite, on verra pour de nouveau chercher un achat. Voilà. Peut-être qu'on va avoir un range. J'attends en fait sur la borne basse. Si le marché remonte, bah, c'est pas grave. Sortie win, on a pris des bénéfices. J'avais fait. Voilà les grandes lignes sur l'euro-dollar, mais globalement, je reste baissier finalement, tant que je n'ai pas un petit TP3 dans cette zone. Et derrière, on a une day de la baisse après 20 heures suite au compte rendu de la réunion de la Fed. L'euro-yen. L'euro-yen, j'aime bien la structure. C'est extrêmement haussier. Le yen l'aile depuis les annonces de la BOJ. Et là, on pourrait avoir presque une sorte de biseau fanion en cours de formation. Donc, pareil, sous surveillance, haussier, le yen, plutôt chercher des achats dans le sens du flux, donc je n'observe pas un retournement de la tendance. Là, voilà, belle tendance, consolidation, on est peut-être dans un fanion. Au niveau, mais si on sort du nuage, Chikou, c'est un achat avec un stop loss sous les plus bas. Voilà le plan que j'ai noté sur cette paire. Belle phase de hausse, phase de respiration à l'intérieur d'une figure de consolidation. Là, on est quand même en données 4 heures sur un gros niveau au-dessus de la tête, et même 50, qui jaune, haut de nuage.
attendre une sortie par le haut, que Chikou transperce les prix et soit libre pour derrière mettre en place un plan acheteur, un stop loss sous les plus bas, viser un petit TP1 par ici et un TP2 belle résistance, donc le TP1 très clairement, TP2 pourrait être par là, je pense. Chose. Bon, le plan sur l'euro-yen. Là, la configuration est belle. On empile les bougies vertes en plus et impulsives avec pas mal de corps. Donc là, plus qu'à attendre, on donne 4 heures pour affiner le plan. À la sortie de ce biseau, on est entre un biseau et un inférieur. L'AUD-USD, je vous disais hier, éventuellement de chercher un achat sur repli, mais j'aime pas ce qu'il est en train de faire, j'aime pas la clôture du jour, la clôture de la veille. On a notre zone, enfin on le voit très bien en données hebdomadaires. Ce niveau et j'aime pas. Donc prudence sur les achats. La clôture hier était pas fameuse, très honnêtement. On a une zone, passe au-dessus de cette zone. Là, on est sous la zone, donc sous résistance. Par conséquent, pas d'achat sous résistance. On attend la cassure. J'avais parlé de ce plan hier. Effectivement, on avait une superbe bougie haussière. Derrière, grosse mèche, sous résistance la clôture, et là, ça prend pas. Donc, tant qu'on est sous résistance, pas de bêtises. On attend la cassure éventuellement pour chercher un achat. Sur repli derrière et viser haussier pour l'instant. En tout cas, j'aime pas juste la clôture qu'on a eue. Pour autant, on reste soutenu par plaquette jaune et même 50, ça reste haussier. Mais dans l'idéal, voilà, j'aimerais pas qu'on soit prisonnier entre Tenkan et Kijun. J'aimerais qu'on sorte de ce niveau une nouvelle fois pour payer plus sereinement. Là, pour l'heure, on reste sous résistance, donc pas d'achat sous résistance. Et à l'inverse, pas de vente au-dessus d'un support. À suivre dans les prochains jours. Pareil, à mon avis, on devrait avoir quand même pas mal de flux après le compte-rendu de la Fed ce soir. Le gold, qui a été pénalisé une nouvelle fois par la hausse des rendements obligataires, comme je vous le disais en introduction. Forcément, ça n'aide pas. Le dollar aussi qui se renforce, un dollar fort, des qui continuent de grimper. Forcément, difficile pour l'or de tirer son épingle du jeu. Néanmoins, malgré la hausse, je trouve qu'on a une belle résilience du métal jaune. On est toujours dans ce range. Toujours un plan à l'achat. Et donc, wait and see, j'ai envie de dire maintenant, advienne que pourra. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Quand l'achat a été déclenché, on est sur un bas de range. Je vise toujours que la mayonnaise prenne. Voilà. Et pour l'heure, c'est un peu mou, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'action. Voilà, en patience. Selon moi, je continuerai en tout cas de chercher des achats sur le bas de la zone tant qu'elle n'a pas cédé. Ajouter sur le gold, on est toujours dans la même option.
À mon avis, on prendra notre perte surtout. Et je deviendrai moins optimiste si on a une clôture hebdomadaire sous la Kijun. Voilà, clôture hebdomadaire sous Kijun, je pense qu'il faudra attendre. Alors ça tient. Donc on est peut-être dans une phase d'accumulation, je n'en sais rien. C'est possible. Donc, achat sur la borne basse, selon moi, et le plan reste le même. Voilà. De toute façon, le plan il est déclenché depuis un mois. Et la feuille de route pour viser 1966, renforcer la position pour aller chercher 2020, l'objectif théorique, et derrière les 2070. Mais bon, pour l'heure, les fondamentaux actuellement, la hausse des rendements obligataires, forcément pénalisent l'ensemble des métaux précieux. Le Brent, ça tient toujours. Peut-être que certains s'étaient payés ici, avaient financé le stop loss. Peut-être que d'autres n'avaient pas financé le stop loss, elle avait remonté milieu de range. À vous de voir. Je trouve que la configuration est toujours plaisante, très clairement. Support tient, pas envie d'être vendeur. Pour moi, il y a un plan acheteur qui est toujours en place. Maintenant, reste à savoir si vous avez pris des bénéfices quand l'objectif a été atteint ou pas. Auquel cas, si vous avez pris des bénéfices, financer le stop loss. 112, voilà, très clairement. Je vise toujours les 112 et, si possible, les 115. L'acheteur s'est déclenché sur cette belle bougie, beau pullback. L'objectif du range a été atteint. Le stop loss n'a pas été touché, que ce soit ici ou là. Pourquoi pas dans le but de financer le stop loss, comme je vous le disais. Là, gros TP à prendre et un deuxième TP vers les 115. Voilà. Marché un peu mou, mais ça. Et donc, on voit toujours une reprise haussière en direction des prochaines résistances. Le light, c'est la même chose. Peut-être qu'on va faire une épaule, tête-épaule inversée. C'est pas interdit. Là, pour le coup, je préférais quand même le plan sur le light que sur le Brent, je vous disais, sur le WTI, car on était vraiment au-dessus de la zone. Donc, le plan est toujours en place. Pareil, si certains ont pris des bénéfices et ont laissé leur stop, potentiellement remonter le stop, ou du moins le stop loss est financé logiquement. Et maintenant, voilà, c'est la zone qui m'intéresse, c'est les 108. 107, 108 en TP1 et plus si affinité. Voilà, ce serait les. Reste propre, hein, toujours soutenu par cet oblique, la MM50, l'avalement ici, hein, le bel avalement daily. Donc je reste positif, en tout cas à court terme, sur le marché pétrolier. En tout cas, j'estime qu'on peut un peu plus que ça. Aller de nouveau taper notre zone. Et l'oblique, dans un premier temps, prendre son TP sur l'oblique, et si elle casse, espérer retourner sur les 116. Mais voilà. Et le plan a été déclenché, reste en place, et on attend sagement notre TP1 sur le WTI. Je vais quand même voir la formation en données horaires. Le TT pôle inversé, correct, celle-là. Bon,
faut breaker ce niveau pour accélérer, prendre ses bénéfices par ici, casser l'oblique et derrière espérer une nouvelle jambe de hausse. Le Bitcoin, ça retombe un peu, pareil, pressurisé par la dégringolade, enfin la dégringolade, c'est un grand mot, la chute, par la correction plutôt qu'on a eu sur le Nasdaq hier. Forcément, le Bitcoin est quand même assez corrélé au Nasdaq depuis un mois. Donc, nouvelle correction sur le BTC, le plan acheteur est toujours en place. Pareil, ça pourrait peut-être bouger ce soir avec le compte rendu de la Fed. Pour l'instant, les 45 000 tiennent. J'espère juste qu'on n'est pas sur un bull trap. Ce serait dommage de se faire sortir. Ma crainte est pas une sortie de triangle, mais une sorte de canal haussier. Et par conséquent, bull trap et retour 31 000 pour venir prendre appui sur la borne basse. Donc ça, effectivement, c'était une de mes craintes sur le BTC. Le fait qu'on soit pas dans un triangle, mais dans un canal de consolidation. Et par conséquent, le fait qu'on est haute indique vers la borne basse. Bon, je considérais quand même que le niveau des 45 000 avait été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que la quatrième fois, la cassure était la bonne. On avait eu des flux entrants dans les fonds ETF, des flux entrants sur Bitcoin, donc plutôt des données positives en tout cas pour la suite. Maintenant, on va repasser sous les 45 000. Voilà. Ça tient, le plan est toujours en place. Pareil, stop loss agressif, stop loss plus prudent. Et l'objectif reste le même. 5. Arrête de... Et ne cale pas finalement sur ce niveau pour faire un et retomber derrière. Et auquel cas, il faudra, je pense, de nouveau attendre un retour dans cette zone basse pour chercher des achats. Bon, pour l'instant, ça reste haussier. Les niveaux de support sont préservés. Mais il ne faudrait pas qu'on aille plus bas, car derrière, on pourra avoir une dégradation de cette reprise haussière. Ethereum. Pareil, l'Ethereum qui retombe, revient taper la zone des 3250. Celles et ceux qui étaient rentrés sur le pullback, mettez-vous à break-even, très clairement. Normalement, j'espère en tout cas que vous avez quand même pris des bénéfices par ici. Pour le coup, autant celles et ceux qui sont rentrés sur la borne basse, sur la cassure de la borne haute du triangle, bon, vous laissez le stop tel quel. Ceux qui sont rentrés ici, étant donné que a pris toute la hausse, eh bien, mettez-vous à break-even. Marché doit retomber, tant pis, mais au moins, soit vous avez pris des bénéfices, auquel cas c'est bon, mais si vous n'avez pas pris de bénéfices, ça break-even. Celles et ceux qui ont pris des bénéfices, c'est bien, peuvent financer le stop loss en le mettant sous le bas de la zone. Pour les autres, si on est amené à accélérer, ce serait dommage de se prendre une perte. Donc, break-even, si on n'a pas pris de bénéfices ici, on finance le stop loss, pas de break-even si on a pris des bénéfices, auquel cas on peut financer son stop loss. Pour les autres, on laisse tel quel, mais étant donné qu'on s'est déjà payé ici et qu'on a déjà pris quand même une belle jambe de hausse. Mais globalement, ça reste la même chose que sur le Bitcoin, seulement on a une
Hier, on a validé une divergence baissière. Elle n'est pas bien grosse, mais elle a l'air de fonctionner. Voilà. Divergence baissière, on est sur zone. Certains veulent tenter des achats, ce n'est pas interdit, très clairement. Auquel cas, attendez encore une fois un signal de retournement horaire ou 4 heures, vraiment dans la zone. On peut potentiellement se faire un pied prudent quand même. Attendez un signal, stop loss au même endroit que les autres, en dessous du range, et on visera TP1, TP2. À suivre donc, surtout après le compte rendu de la Fed, ça pourrait déclencher à mon avis pas mal de volatilité et d'actions sur les indices, les crypto-monnaies et le dollar. Voilà, pour l'instant, juste avant le compte rendu de la Fed, tous les actifs se retrouvent sur des jolis niveaux de support. C'est aussi une source d'opportunité, comme un signe de prudence. Actions un peu plus importantes, notamment sur les indices. En tout cas, sur les cryptos, pour l'instant, pas d'alerte baissière, mais effectivement, alerte baissière en cas de clôture sous les 3250. Auquel cas, on prendra le stop loss, mais on aura déjà une bonne partie de là. Un regret à avoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, comme d'habitude, notamment avant le compte rendu de la Fed. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.